Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on parle d'une série ou d'un film. Et pour ce faire, je suis avec Al. Bonsoir Al. Ouais, c'est moi, bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute. Petit dimanche. Bonne fête des mères à toutes les mères de France. Exactement. Ça fait beaucoup de mères. Ça fait beaucoup de mères, ouais. Et voilà, c'est tout. Effectivement. Et en plus, on va parler d'une femme, hein, n'est-ce pas? Alors bon, la transition ce est n'est très pas une mère. douteux. T'es en train de dire que les femmes sont obligées d'être des mères et que c'est ça qui les définit, c'est ça que t'es en train de dire? Non, je n'ai pas dit ça. Il y a une histoire avec une mère au début du film. C'est vrai. Voilà, c'est la seule transition qu'il a pu trouver. Bah ouais, on va parler de Mad Max, de la saga Mad Max, et plus précisément de Furiosa. Bah déjà, on va peut-être parler de la saga Mad Max, puisque bah c'est le 5e film de la saga, donc Mad Max, c'est une saga légendaire qui a débuté en 79, si je ne m'abuse, au cinéma, par Monsieur George Miller, du coup, grand réalisateur australien, et oui, pas américain pour une fois, Ouais. et qui a débuté son premier long métrage, parce qu'il a fait des courts métrages, etc. avant, mais c'était Mad Max 1, quoi. Donc, qui a marqué directement son genre, hein, parce que Mad Max 1 et 2, plutôt, ça a donné quand même un aspect visuel au post-apo. Enfin, il y a un après et un avant Mad Max. Après, Mad Max 1, c'est spécial parce que c'est pas Ouais. du post-apo, c'est en voie d'être du post-apo parce c'est pas encore devenu des trucs désertiques, etc. C'est en voie de devenir un post-apo. C'est plus Mad Max 2 qui est vraiment, là, il y a une grande guerre qui est arrivée et là, on est dans le post-apo. Et ouais, Oui, c'est vraiment Mad Max 2 qui a influencé un peu la pop culture et notamment Hokuto no Ken, le survivant, qui reprenait un peu tous ses tenues un peu SM dans un désert. Voilà quoi. Il y avait ce truc C'est un peu comme ça quoi. Ouais. au couteau de cuisine, on s'en souvient. Oui. Et ouais, c'est une saga qui a beaucoup marqué par son visuel. Voilà, c'est George Miller. Encore une fois, il y a une déclaration de lui qui disait qu'il aimait pas trop les dialogues justement et qu'il était que sur le visuel, et ça a imposé un imaginaire du post-apo. Moi, j'ai vu les Mad Max. Je me suis ennuyé poliment devant le 1. Je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, mais moi, les histoires avec sa femme et tout, ça prend énormément de temps à démarrer, alors que c'est un film assez court, hein, pourtant. Mais il y a quand même un artisanat, techniquement, le film, il a pas vraiment vieilli, comme le 2. Le 2, pour moi, c'est vraiment celui que j'ai beaucoup aimé, avec Furero, j'en parlerai tout de suite. Mais ouais, Mad Max 2, je trouve qu'il est vraiment limpide dans ce qu'il raconte, il est vraiment maîtrisé, quoi. Alors, il est peut-être, il est moins scénarisé que le premier, voilà, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai préféré, parce que ce qu'il y avait dans le 1, il y a certains personnages et tout, je ne m'y intéressais pas du tout. J'aime beaucoup les méchants de cette saga, ils sont très bizarres, très singuliers, un peu fous et tout, ils sont hyper chelous. Et ouais, peut-être dans le 1, vraiment, les méchants, c'est peut-être les meilleurs. Après, dans le 2, j'aime beaucoup le 2. Il y a une scène de course-poursuite à la fin du 2 qui, je pense, il est matriciel dans l'histoire du cinéma des courses-poursuites. Genre, je pense que chaque personne qui fait une course-poursuite s'inspire de ça ou est comparé un peu à Mad Max 2 dans l'esprit. Mad Max 3, c'est très compliqué, Mad Max 3, avec, comment elle s'appelle, la chanteuse, Mince, c'est Tina Turner. Whitney Houston? Non, Tina Turner. Tina Ouais, Turner, ouais, moi j'ai pas beaucoup aimé, mais c'est un film qui a beaucoup de problèmes de production, etc. Mais voilà, George Miller, c'était quand même un visionnaire dès le début, quoi, dès ses premiers films. Il a su imposer quand même quelque chose, et après il s'est égaré, enfin c'est pas égaré, mais il a fait pas mal de genres, il a fait pas mal de trucs. Il a notamment travaillé dans l'animation, parce qu'il a fait Happy Feet 1 et 2. J'ai vu le premier Happy Feet là récemment, parce que je me suis dit je vais voir ce que c'est. Et j'avoue que techniquement et visuellement c'est très bluffant quand même comme film. Il y a vraiment des idées de partout, visuellement. Après, dans ce que le film raconte, c'est un film pour enfants. Voilà, ça m'a pas marqué du tout. Pour le coup, même si c'est moins enfantin que ce que je pensais, ça m'a. Pourtant, ouais, moi je trouve qu'il y a un vrai message écolo qu'on pourrait retrouver dans Mad Max. Bien sûr, à peu près le même, quoi. Mais l'humour et tout ça, c'est un film qui est clairement dirigé aux enfants, donc ça m'a Oui. pas, voilà, j'étais pas drôle dedans. Et il a un peu vieilli techniquement le premier, mais voilà, c'était 2007, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très. Il y a Babe 2 aussi qu'il a fait. Il a fait Babe 2. Je sais pas, j'ai des vieux souvenirs de quand j'étais jeune, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est super. Et ouais, il paraît que ça fait flipper un peu. Je crois que j'avais entendu des gens qui disaient que c'est possible. Ouais.
Après, moi, je veux bien voir ce que ça donne Babe 2, du coup. Parce que George Miller, voilà, ça m'a pas mal marqué. Et bah après, en 2015, il est revenu sur le devant de la scène avec un film qui s'appelle Mad Max Fury Road. Je sais pas si t'as entendu parler, ça. Mad Max Oui, Fury bah Road. on en a beaucoup entendu parler quand c'est sorti, effectivement. Même si ça n'a pas fait un énorme carton de répute, voilà, c'est un truc qui est resté en tout cas, quoi. Toi, t'avais beaucoup aimé? Moi, j'avais beaucoup aimé, ouais, j'en étais ressorti plutôt content. Les scènes d'action étaient assez ouf. Oui, effectivement, l'histoire était pas. Mais comme Mad Max 2, quoi. C'était pas le truc le plus. Oui, pas le plus grand film d'un scénario, quoi. Oui. Voilà, c'est un aller-retour, quoi. Mais moi, j'avais beaucoup aimé. Mais c'est une des forces de Mad Max, même là, dans Furiosa, c'est le lore, l'univers, quoi. Qui est très, très cool. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé Fury Road. Et je dirais pas qu'il a pas de scénario, je dirais que parce que bon, scénario c'est pas juste un, parce que beaucoup de gens disent c'est des dialogues et etc. Mais c'est aussi comment tu le rends quoi à l'écran, et bah l'histoire se développe dans Mad Max Fury Road par les scènes d'action, quoi. C'est pas un truc qu'on voit souvent, parce que Mad Max Fury Road c'est que ça, quoi, pendant 2 heures. Et du coup bah ça crée des relations de personnages. Je pense à le personnage de Nicolas Hoult par exemple, il a pas de développement vraiment Non. par la parole, tu vois, mais tout ce qu'il fait, son final qui est assez émotionnel, bah ça passe par les scènes d'action, quoi, et on comprend tout visuellement, quoi, dans les Mad Max, et c'est ça qui est assez fou, quoi, je trouve, dans ces films d'action. Je me rappelle qu'à l'époque, quelqu'un disait que Mad Max Fury Road, c'était un film où t'avais que des money shots. Tu sais, généralement, un money shot, t'en as un dans un film, mais là, c'était que des money shots. Ouais. Et le film est sublime, vraiment. Enfin, il a pas vieilli. Pas vieilli. Ça fait 10 ans qu'il est sorti, en plus, ça avait pas 50 milliards d'années, mais. Oui, pas vieux. C'est quand même la plus grosse, un des plus meilleurs films d'action que j'ai vu de toute ma vie, tout confondu, quoi. Et sur ce coup-là, bah voilà, j'ai un énorme souvenir du film. Et il a fait un autre film qui s'appelle 3 000 ans à t'attendre, qui est sorti il y a 2 ans, juste avant celui-là, qui est un genre de conte avec Idris Elba et Tilda Swinton, qui s'est planté au cinéma, parce que bah bon, c'est pas un blockbuster, c'est un film assez étrange. Et moi, j'avais été vraiment enchanté, vraiment, par le film, et il m'avait vraiment transposé dans un autre univers, dans ces histoires. Il y avait toute une réflexion sur le mythe qu'on va retrouver ici. Et le film d'aujourd'hui s'inspire beaucoup de ce film-là, et j'en reparlerai dans la critique. Et on a quelques infos sur le tournage, Ista, sur la production du film. Oui, alors plusieurs membres de l'équipe technique de Fury Road sont de retour pour ce film. Il y a notamment la monteuse Margaret Sixel, la costumière Jenny Bevan et le chef décorateur Colin Gibson. En janvier 2022, il est annoncé que Simon Dungan officiera comme directeur de la photographie. Ouais, bah ça c'est le gros changement, parce qu'il a repris la même équipe à peu près. Et par contre, il y a un changement, c'est le directeur de la photo. Faut savoir qu'il avait un directeur de la photo qui s'appelait John Seal, qui était, je dirais pas attitré, mais il a travaillé pas mal de fois avec lui sur un film qui s'appelle Lorenzo, qui est assez réputé. Il avait fait Fury Road et le dernier film 3 000 ans à t'attendre. Donc c'était un habitué des films de George Miller, et puis il a tourné pour des grands réals, notamment. Je pense à John Boorman, par exemple, ou Peter Weir. Il a travaillé avec Peter Weir aussi. Donc c'est quand même un mec qui a travaillé avec pas mal de grands noms. Bon, il a fait des trucs un peu moins bien. Il a fait la photo de Prince of Persia et les Sables du Temps, et ça c'est quelque chose à remarquer, parce que moi je suis un gros fan de Prince of Persia. Le mec, il le plus partout. Ouais, je passe. Mais là, il est remplacé du coup par ce Simon Dungan, et ça fait un peu peur, parce que quand tu vois le CV du gars, le mec a fait Underworld 2, tu vois, Die Hard 4. 302, donc tu fais bon, c'est pas le meilleur gars. Bon film, hein. Bon, après il a fait Tu ne tueras point, le film de Mel Gibson, qui était vraiment pas mal, mais ça fait pas rêver, quoi. Donc et on en reparlera de si ça a eu un gros impact dans le film ou pas. J'ai appris qu'il y a eu quand même des gros problèmes de tournage pour ce film-là. Bon, après il y a eu des problèmes de tournage sur, je crois, tous les films Mad Max pour le coup, Fury Road aussi, mais celui-là c'est particulièrement contraignant ce qui s'est passé, puisqu'en fait ils ont tourné dans des régions arides, comme d'habitude, hein, parce que c'est du sable, c'est des déserts, Mad Max. Et en fait, l'endroit où ils voulaient tourner a été inondé, en fait, d'eau et de tempête. Du coup, ils ont dû changer complètement de lieu de tournage pour des lieux beaucoup moins, qui ressemblaient beaucoup moins à ce qu'ils voulaient faire à la base. Et donc, du coup, ils ont ajouté beaucoup plus d'effets numériques. Et il y a eu beaucoup de problèmes avec George Miller, qui a attrapé le Covid aussi à un moment. Et du coup, qui a dû faire le tournage à distance et tout ça. Enfin, il y a eu pas mal de problèmes de production quand même, quoi. Mais on va vous dire si ça a impacté énormément le film. Ça va encore comme problème, parce que c'était plus grave sur Fury Road, c'était les 2 acteurs qui s'entendaient pas et qui se prenaient la tête et tout. Donc, Ah, ça dépend, parce que là, quand même, il y a quand même là, tu te dis quand même, ton décor, il est foutu.
Ton Oui, c'est réalisateur, il est pas là, alors que les deux qui parlent, de toute façon, dans Fast and Furious, ils parlaient pas trop. Donc, voilà. C'est vrai. Mais bon, tu vois, c'est des acteurs qui s'entendent pas. En vrai, c'est plus commun, je pense, que Ouais, ce qui s'est passé. ok. Et ouais, ben, un gros budget pour le film aussi, 168 millions. Je crois que c'est à peu près comme le premier, enfin, comme Fury Road. Je crois que c'est à peu près la même Fury Road, chose. ouais. Mhm. Et voilà, on va attaquer la critique, Ista. Mhm. Mais avant, la bande-annonce. As-tu le pouvoir de devenir un mythe? Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus. Alors qu'elle tente de survivre à la désolation à Immortanjo et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. Voilà. Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, etc. On va donner notre avis rapide sur le film avant d'explorer plus en profondeur. Ista, qu'est-ce que tu penses globalement du film? Est-ce que c'est une réussite pour toi? Pour moi, c'est une réussite, mais je le mettrais quand même en dessous de Fury Road, je pense. Bah, effectivement, c'est pas Fury Road, par contre, ça n'a rien à voir. Bah, sur le coup, celui-là est beaucoup plus scénarisé, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'histoire dans Mad Max Fury Road. Là, il y en a. C'est une grosse histoire et tout sur le personnage de Furiosa. Moi, j'ai quelques problèmes avec la musique dans le film, que j'ai trouvé assez faible. Par contre, les scènes d'action, moi, je les trouve quand même assez super. Je trouve, je n'ai pas boudé mon plaisir et je trouve que Anya Taylor-Joy est vraiment bien. Chris Hemsworth aussi, en méchant, on demande tous, il est cool. Pour moi, les acteurs sont bons, le casting est bon, l'histoire est pas dégueu. Donc là, on est plus sur un conte. C'est c'est complètement différent de Fury Road, mais ouais, j'ai plutôt aimé. En vrai, il y a des moments où j'étais vraiment à fond dedans, notamment la fin et le début. Peut-être un peu moins le milieu. Non, si. Ouais, non, au final, il y a eu plein de séquences où j'étais à fond dedans, mais il y a des fois où je sortais un peu à cause de la musique parce que j'avais l'impression que ça voulait exploser et que ça explosait pas et c'était très bizarre. Mais c'est juste ça, en gros, mon défaut à moi. Ok. Sinon, pour moi, ouais, c'est quand même un bon film à voir, quoi. Il y a l'or qui est vraiment efficace et ça fait toujours plaisir à voir et c'est vraiment unique, quoi, l'univers de Mad Max. Et, c'est cool, quoi. Ouais, moi je suis plutôt enchanté aussi par le film, qui va perturber, je pense, beaucoup de gens parce qu'il ressemble pas du tout, comme tu as dit, à Fury Road, pour le coup. Mais je pense que c'est le point fort du film, c'est quand il s'éloigne justement de Fury Road, parce que c'est un préquel. Et moi j'ai quelques problèmes avec le film qui fait que je le mets pas au niveau de Fury Road, mais en même temps il fait pas la même chose que Fury Road. Donc en fait c'est peut-être un faux procès à faire au film au final. Mais les moments qui me dérangent le plus, c'est justement les moments où il se rapproche de Fury Road. Après... où il y a quelques moments, je reviendrai dessus, mais sinon, globalement, oui, je trouve que c'est une franche réussite dans ce qu'il raconte. C'est un peu un mix entre Fury Road et 3000 ans à t'attendre, et ça marche plutôt bien, quoi. Et c'est vraiment esthétiquement, le film, il est génial, quoi. Il est super, et bon, ça m'avait fait peur un peu. Moi, j'avais trouvé ça aussi très numérique et tout dans les trailers. Mais au final, sur le film, ça m'a pas choqué. Ouais, après, c'est parce que le film a été pensé comme ça aussi. Le film n'est pas Fury Road. Voilà, on va commencer comme ça. Donc, c'est pas un aller-retour, c'est une épopée sur une dizaine d'années, là, pour le coup. Alors que Mad Max Fury Road, je crois que ça se passe sur 3 jours, un truc comme ça. Enfin, c'est assez court, quoi. Là, on est sur une dizaine d'années, un épopée de personnages, ça brise, encore une fois, nos attentes. Mais faut savoir que la saga Mad Max, ça a toujours été ça. C'est celui d'avant, il ressemblait pas vraiment à celui d'avant, etc., quoi. Donc, il a réussi vraiment à faire une saga où les 5 films, ils se ressemblent pas du tout, où chacun peut à peu près avoir son favori. Bon, sauf Mad Max 3, peut-être, où personne, je pense que personne ne trouve, et encore, ça se trouve. Il y a des gens qui le trouvent super. Mais là, pour le coup, encore une fois, Miller, il se repose pas sur ses lauriers. Tu vois, il aurait pu faire un Fury Road 2. Et bon, j'aurais kiffé, mais au moins il essaie quelque chose d'autre. Et voilà, et c'est ça qui est vraiment cool dans cette saga, qu'on l'aime ou pas, d'ailleurs. Je pense que chacun a un Mad Max qu'il aime, tu vois. Je pense, peu importe la personnalité qu'on a, tu vois. Et comme t'as dit, c'est un film beaucoup plus narratif, beaucoup plus écrit, mais qui est pas vraiment plus bavard, sauf un personnage. Mais c'est tout le personnage. Mais du coup, c'est un film qui construit vraiment le mythe de son personnage, du personnage de Furiosa. C'est une épopée mythologique, quoi. C'est une fable. Raconté, narré dans le film, un conte initiatique même, je pourrais dire, pour le personnage. Et en ce sens-là, il ressemble énormément à 3000 ans à t'attendre, qui était un conte lui aussi. Et on retrouve une forme similaire, je pense, par exemple au chapitrage, à la voix off. Ça, c'est des trucs qui revenaient dans 3000 ans à t'attendre. Et évidemment, toute la réflexion sur comment narrer, comment créer un mythe, qu'est-ce que c'est. Ça, c'était au centre, au cœur du film de 3000 ans à t'attendre. Et d'ailleurs, il y a un personnage
que j'ai remarqué, qui est le personnage un peu de conteur du film, Oui. qui est un vieux... Qui ressemble à... Ouais. C'est pas le même acteur dans 3000 ans d'attente, d'ailleurs ? C'est le même acteur entre 3000 ans d'attente. Il a un rôle un peu différent, mais il a un peu... mais il se ressemble beaucoup. Donc je pense que voilà, hein, c'est clairement assumé dans ce sens-là. Et c'est un film qui est, oui, beaucoup moins d'action, même s'il y a pas mal d'action dans le film. Hein, c'est quand même un film d'action, quoi. Mais c'est un film qui est bizarrement plus intimiste dans ce qu'il raconte. Et effectivement, l'image fait plus numérique, elle fait plus synthétique que Fury Road. Elle est moins tangible. Et je pense que c'est dû aussi à beaucoup de problèmes de tournage, mais aussi, c'est entièrement assumé par le film et sur ce que ça raconte. T'as dit Xta que les VFX ils t'ont moins dérangé, bah déjà c'est parce que je pense qu'ils sont bien mieux que dans les trailers. Les VFX, voilà, on va pas se mentir, les trailers, les VFX artistes doivent faire ça rapidement, ils ont pas le temps de finir le film, enfin voilà, c'est... Oui, c'est pas la version finie, hein, le trailer, c'est jamais... C'est pas du tout la version finie, c'est pas la première fois que c'est arrivé, voilà, et ça le refait. Mais ici, le côté numérique ne me dérange pas parce que c'est un conte, et c'est assumé comme un conte, et ça a même des côtés aussi cartoonesque, très assumé. Et c'est un film qui, Miller est conscient que son film est numérique et il l'a construit comme ça, quoi. Il y a même un côté où même les personnages, des fois, dans le fond, ils sont un peu détourés. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, on dirait. Mais ça fonctionne, en fait, dans l'ambiance du film, moi, je trouve, tu vois. Okay. Et ça ressemble énormément à 3000 ans d'attente, qui avait des effets spéciaux très numériques aussi. Mais ça permet de créer une image un peu fantasmée. Il y a beaucoup de réalisateurs aussi qui assument, par exemple, il y en a qu'on peut citer, mais par exemple qui ont une image très comics et qui fait très numérique, qui fait très numérique pour essayer de reproduire un effet assez comics. Je pense à Zack Snyder, par exemple, qui disait ça. C'est aussi à 300 tout ça quand on dit ça. Ouais. C'est exactement. Donc voilà, qu'on aime ou pas 300, voilà, il y a une esthétique assumée numérique. Et là, c'est la même chose du coup. Et donc du coup, il fait encore une fois pas du tout la même chose que Fury Road, qui lui avait un côté hyper tangible. Il y avait énormément d'effets spéciaux, évidemment, hein, mais le rendu à l'écran, je ressentais pas le numérique. Enfin, je ressens pas le numérique parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. Je ne ressens toujours pas le numérique dans Mad Max Fury Road. Tu vois, c'est hyper tangible, les cascades, etc. Mais c'est parce que c'est dans un autre registre, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est beaucoup plus, ça voulait être peut-être plus réaliste. Fury Road. En tout cas, ça avait une volonté de quand même montrer des cascades, etc. Alors que ce film-là, il a une autre volonté. C'est vrai, c'est pas la même chose. Et les deux sont très bien réussis dans ce qu'ils veulent faire. Et aussi, je voudrais dire par rapport aux VFX, souvent on dit les VFX sont pas finis, et c'est vrai. Mais pour le coup, c'est pas le plus gros problème à Hollywood. On va pas se mentir en fait. C'est pas grave qu'il y ait des effets numériques trop voyants. C'est plutôt un problème de mise en scène, tu vois. S'il y a une mise en scène qui est super, etc., et qu'il y a un peu de numérique ou des effets qui se voient un peu, s'il y a une scène qui est bien faite, tu vas quand même être dedans, tu vois. C'est pas le problème. Et je pense à un film qui s'appelle Donjons et Dragons, qui est sorti l'année dernière. Il y a des scènes qui étaient vraiment numériques, qui étaient avec des VFX. Tu faisais c'est un peu moche, mais tu t'en fous parce que je me souviens d'une scène où il y a le personnage qui change de forme. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, la druide, ouais. Et il y a un plan séquence qui est super, qui est virtuose, où elle change de forme. C'est que du numérique. Et c'est que du numérique, et tu vois clairement les effets spéciaux, mais oui. Il est tellement bien mis en scène, ce passage, qu'en fait, tu t'en fous, en fait. Enfin, tu vois, t'es emporté par la mise en scène. Oui, moi aussi, tu vois, ce moment, j'ai adoré. Mais alors que les VFX sont pas fous, mais la scène est super, en fait, donc tu t'en fous, en fait, un peu de si les VFX sont bien ou pas bien. Et là, ici aussi, la mise en scène, elle emporte le tout, et moi, le film, je trouve, visuellement, je le trouve super, hein. Moi aussi, je ne m'ai pas choqué, même sur les... Ouais, il y a des beaux plans, je trouve. Moi aussi, je suis plutôt conquis visuellement de cette Furiosa. La séquence de fin, je la trouve plutôt chouette, moi. Hein. La séquence de fin avec la confrontation ? Ouais. Je trouve qu'il y a des plans, même comment c'est filmé et tout, qui ont vraiment un peu une genre... Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais une iconisation, je dirais. Enfin... Oui, après on est dans le mythe, on est dans le... Donc oui, les personnages sont très iconisés, surtout vers la fin du film, je pense le personnage de Furiosa. Hein, ouais. Et moi je trouve la mise en scène super, l'enchaînement des plans, la composition des cadres, enfin, j'aime bien aussi dans ce film à Miller, enfin, dans les deux derniers, c'est que les plans, ils fourmillent de détails, donc tu peux voir les arrière-plans, les personnages, enfin, il y a toujours un truc à voir, quoi, et c'est hyper fluide le film, mais vraiment dans les transitions auditives, visuelles et tout, c'est incroyable, genre on est dans le domaine du conte, hein, mais ça marche de fou, quoi, les avancées rapides. Je pense à un moment, il y a une sorte de transition où le personnage de Furiosa balance ses cheveux sur un arbre et pour faire signifier que le temps a passé, et on va voir l'arbre qui grandit avec ses cheveux qui sont toujours attachés dessus.
Je sais pas si tu vois. Oui. Et après, on Oui, revient oui, et oui. il y a beaucoup de temps qu'on passait et tout, et c'est des transitions comme ça. Enfin, c'est Ouais, c'est sublime, quoi, moi, je trouve. Mais c'est vrai que ça, par exemple, ça ferait très comics. Tu sais, je vois bien plusieurs cases et tu vois la branche qui grandit. Effectivement. Et d'ailleurs, quand tu parles de comics, je viens de me rappeler aussi qu'il me semble que Furiosa, à la base, ça devait être un projet d'animation. Ah Parce qu'il y bah, avait même des concept art et tout qui étaient ça sortis. m'aide. Et en fait, on le ressent un peu, ce truc-là, je dirais, dans le film. Je sais pas si c'est celui-là son projet d'animation, parce qu'il avait plusieurs projets Mad Max, et je sais pas si c'était lié à celui-là, mais ça m'étonnerait pas que, bah, de toute façon, il a travaillé dans l'animation, enfin, il a fait des films d'animation, mais que, Oui. voilà, il l'ait pensé aussi comme un peu un film d'animation purement visuel, et bah là, pour le coup, oui, ça se ressent, quoi. Moi, je trouve le film, il de est ouf. vraiment beau. Peut-être un peu moins beau au niveau de la photo, sur certains passages, parce que, bah, c'est pas le même chef-op, mais franchement, je trouve que ça va. Franchement, la catastrophe, elle est loin d'être là sous nos yeux. Et même si la mise en scène, elle utilise énormément d'effets, surtout dans les transitions, etc., je trouve que c'est jamais trop, tu vois. Il en fait jamais trop, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment fluide, c'est que ça sert toujours à quelque chose, à un propos, quoi, ce qui est les mouvements qu'il fait, quoi. Pour moi, il en fait vraiment jamais trop. Parce que t'aurais pu tomber dans la démonstration technique, tu sais, comme certains films, par exemple, je sais que toi t'adores par exemple le Tintin de Spielberg, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment une démonstration technique, quoi. Pour le coup, les plans séquences, etc. Là, il veut montrer que, voilà, visuellement, ce qu'il peut faire. Bah, il avait eu un nouveau joujou, donc oui. C'est ça, tu vois. Alors que là, je trouve qu'il est pas vraiment dans ça. Il est toujours juste à chaque fois dans ce qu'il fait. Et là, le film, il a encore sa propre identité dans la saga Mad Max, parce que un conte raconté comme ça a jamais été fait dans cette saga. Le film se rapproche beaucoup de Mad Max 1, dans un peu, bah, c'était une histoire de vengeance, Mad Max 1 aussi, donc il y a un peu de ça, mais il ressemble pas du tout dans l'esthétique, etc., quoi. Donc, et ça permet vraiment d'approfondir l'univers Mad Max, et surtout de Fury Road, parce qu'on visite pas mal de lieux qui étaient vraiment que mentionnés dans Fury Road, pour le coup. Ouais, moi, c'est pour moi un des points forts du film, c'est comme je disais, c'est le lore, l'univers, et c'est effectivement de voir, bon, on retrouve la citadelle, mais comme dans Fury Road, mais c'est aussi les deux autres villes, quoi. En gros, il t'explique qu'il y a 3 grosses villes, c'est Petroville, et là où il fabrique les munitions, je sais plus. Ouais, les moulins à balles. Il y a des cara design aussi que je trouve trop cool. Notamment au moulin à balles, il y a un mec avec une capuche fait de balles. J'ai trouvé ça trop stylé. Voilà, j'ai trouvé ça incroyable. Bon, là, de toute façon, j'allais dire, on n'a pas peur de spoiler, mais il y a pas grand chose à spoiler. De toute façon, c'est un préquel. Non. Enfin, tu vois, genre, c'est pas un truc de fou. Ouais, il devient Furiosa à la fin du film. Ouais, tu vois. Ouais, spoiler. Mais il y a aussi tout le début où ils sont dans un endroit qui fait pas du tout Mad Max pour le coup. Oui. Qui est un endroit qui est un jardin d'Éden. Voilà, je pense que la référence est assez facile à voir, mais voilà, elle prend littéralement une pomme dans le premier plan du film. Ouais, donc voilà, ils sont dans un endroit complètement idyllique. C'est l'endroit qui était mentionné dans Fury Road, où on disait que c'était un paradis doré et tout, et bah là, le contraste avec le reste du film est assez fort. Voilà, il y a des couleurs vertes, rouges, etc. C'est vraiment luxuriant, quoi. Et bah voilà, il a réussi vraiment à étendre l'univers, et je pense que c'est le film qui montre le plus de lieux et de trucs différents de l'univers Mad Max depuis longtemps, hein, je pense. Ouais, complètement. Bah, on explore vraiment l'univers de Mad Max et ça fait plaisir, quoi. J'aimerais bien en voir d'autres comme ça où on développe le lore, quoi. Ça me rappelle un peu le jeu vidéo, en fait. Tu sais, de 2015, je crois. Ouais, il y en a qui l'ont cité aussi. J'ai pas joué, mais apparemment, il était vraiment pas mal, celui-là. Ouais, il était pas mal. Ils avaient aussi plusieurs villes et tout. C'était un monde ouvert, et etc. T'avais plusieurs... Et ça, ouais, il y a un peu ce côté-là, je dirais. Ouais, faut que j'y joue. C'est très cool. Petite interlude de jeu vidéo, voilà. Ouais. Mais aussi, je disais qu'il avait sa propre identité dans la saga, mais aussi, je pense qu'il a sa propre identité dans l'industrie hollywoodienne, tout simplement, en fait. Parce que le film, bon, j'aime beaucoup Denis Villeneuve, j'aime beaucoup Nolan, mais ici, c'est l'inverse total de l'approche esthétique de Nolan et Villeneuve. C'est beaucoup moins réaliste, quoi, c'est ça. Bah, non, mais complètement. Je veux dire, là, on est plus de la patine numérique, etc. Villeneuve et Nolan, ils sont dans une approche qui est complètement inverse. Ouais, très froide. On a vu Dune il y a quelques mois. Dune, ça n'a rien à voir avec Mad Max Fury Road, pour le coup, dans leur approche. Ça se passe dans un désert, quoi. Oui, il y a un désert, tu vois, mais c'est tout, pour le coup. Mais ouais, voilà. Et alors que j'adore Nolan, hein, par exemple, mais il a mis un standard un peu à Hollywood, je pense, un peu réalisme, etc. Et c'est un peu ce qu'on a depuis 20 ans, tu vois, par exemple. Et donc, là, que Miller y revienne avec une proposition qui est radicalement différente avec ce qui est en vogue, ce que Villeneuve, par exemple, propose, que j'ai bien aimé, hein, dans Dune 2, hein, j'aime bien cette approche, mais c'est quand même un truc qu'on voit assez régulièrement comme approche. Moi, je trouve que pas aussi bien que ce que fait Denis Villeneuve. C'est pas comme si je voyais des films aussi bien que ceux de Denis Villeneuve tous les samedis non plus à Hollywood, mais l'approche
elle y ressemble beaucoup. Et là, il fait un truc qui est complètement différent, quoi. C'est Voilà, vrai, je voulais le c'est notifier. vrai. Non, mais c'est vrai, c'est que ouais, c'est beaucoup plus dans le. Oui, bah, de toute façon, comme on a dit, c'est dans le comics, dans le cartoon, c'est beaucoup plus coloré en fait. Hein, c'est beaucoup moins froid que le cinéma de Villeneuve ou de Nolan, qui est très gris, bleu foncé, ou tu vois. Mais... Et qui assume ses effets numériques, pour le coup. Parce que là, Ouais, là où aussi, ouais. Nolan et Villeneuve, ils sont dans une approche réalisme, tangible, etc. Bah là, non, tu vois, là, on n'est pas du tout dans. Oui, dans même ce à truc-là. faire la promo en mode on n'a pas utilisé de VFX ou ça. Bon, après ça, c'est des trucs que j'aime pas trop. Le film, il y a beaucoup de narration visuelle. Il y a eu une déclaration de George Miller il y a récemment qui a dit qu'il aimait pas les dialogues parce que ça ralentissait le film, etc. Je suis pas exactement d'accord avec ce qu'il dit. Pour le coup, parce qu'il y a des films à dialogue où le dialogue est central et ça se passe super bien. Enfin, ça donne des films super. Mais je pense qu'il parle dans l'industrie hollywoodienne. C'est vrai que il y a beaucoup de films où les films d'action, c'est par exemple, on va faire des scènes d'exposition, mais assez classiques en mode ça se pose, exposition d'un et après ça se tape et après ça repart dans des scènes Et après, on d'exposition, repart dans etc. l'exposition. Alors que lui, il fait l'exposition dans l'action. Miller, Ouais, c'est vrai. exclusivement visuellement et c'est beaucoup moins présent. Et ici, on a Furiosa, le personnage de Furiosa, qui a 30 lignes de dialogue dans le film, pour le coup. Bah ouais, il n'y a pas énormément de dialogue dans le film que je l'avais dit au début. Et les dialogues qui sont utilisés, ils ont pas vraiment... c'est pas vraiment des dialogues informatifs, pour le coup. C'est surtout un effet comique. Je pense au personnage Dementus, Ouais. de Chris Hemsworth, qui est assez comique. Mais ça se passe surtout sur des jeux de regard, le film. Je pense au personnage de Anya Taylor-Joy. Mhm. Est-ce que cette Furiosa t'a convaincu, Ista? Alors laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs. Non, mais- Non. Non. Enfin, le personnage de ce film-là, parce que c'est vrai qu'il y a la petite aussi, qui s'appelle Alila Brown, du coup, qui est là longtemps, en fait, dans le film. Anya Taylor-Joy arrive quand même au bout de 50 ouais, minutes, ça je m'a crois. ça m'a surpris, ouais, pratiquement 1 heure, ouais. Mais par contre, j'ai vu un truc, je sais pas si c'est vrai, mais comme quoi ils auraient mis la tête d'Anya Taylor-Joy en partie sur la petite fille en VFX. J'ai lu ça aussi, mais je crois qu'en partie aussi, Charlize Theron, je sais pas Sur la si- voix, je crois. Je crois que c'est sur la voix ou je sais. ça, mais ça joue un peu avec légèrement un truc légèrement numérique sur leur visage, et oui, c'est possible. Ouais. 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 Mais c'est vrai que quand tu le dis maintenant, peut-être si je revois le film, parce que j'ai bien envie de le revoir, ça va peut-être plus me sauter aux yeux. Ouais, bah oui. Et parce que moi, sur le coup, ça m'a pas du tout sauté aux yeux, mais ouais, Anya Taylor-Joy, ça m'a quand même surpris qu'elle vienne si tard, quoi. Je me suis dit, tu sais, parce que ça commence, elle est petite, tu dis, ouais, bah, ça va durer 10 minutes, et puis après, ça va partir sur Anya Taylor-Joy, et en fait, sur 2 heures de film, il y a pratiquement 1 heure où c'est que elle est enfant, quoi. Mais ouais, j'ai plutôt été convaincu par la Furiosa d'Anya Taylor-Joy. J'ai bien aimé aussi un peu le thème. En gros, elle se déguise en garçon, hein. En gros, c'est pour ça qu'elle se rase le crâne, tout ça, à un moment. Ouais, bah oui. Et un sous-texte un peu, je sais pas Ouais. si je dirais féministe dans le film. On va dire que Furiosa vit dans une société qui était plutôt matriarcale au début. Voilà, Ouais. elle vit dans un paradis avec Il y a beaucoup que de des femmes. quoi. Je sais pas s'il y avait que des femmes, parce que je crois que j'ai vu des hommes dans le background. Ah ouais. Donc Ok. mais je pense que c'est dirigé par des femmes. Et il y a un sous-texte là-dessus, c'est que quand elle quitte ce monde-là, pour un monde patriarcal, bah là, le monde est détruit, ils détruisent le sol, ils l'exploitent. Enfin, c'est toute l'antithèse de ce qui se passait dans la société matriarcale. Et Furiosa se retrouve dans un monde d'hommes bruts, quoi. Enfin, il y a que des hommes quasiment dans l'univers de Mad Max où Furiosa se détache un peu. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur ce que t'as dit. C'est effectivement la petite, on la voit beaucoup pendant les 50 premières minutes. Et elle est très passive, en fait, Furiosa. Au début, elle subit vraiment l'action, elle subit Ouais. des Elle mentus se qu'on suit parle pas pas. mal, et elle est très elle fait que regarder, justement, ça passe beaucoup par les regards. Et le film, je pense, il joue un peu avec notre frustration parce qu'on sait que Furiosa, c'est Furiosa et qu'elle va devenir Furiosa, et on n'a qu'une envie, c'est qu'elle prenne les rênes et qu'elle y aille. Mais il y a vraiment une vraie construction sur son personnage, sur le moment où c'est la petite fille qui veut se venger et qu'elle devient Furiosa, quoi, dans le film. Ouais, c'est ça, c'est... Moi, je trouve qu'il y a une vraie construction autour de Furiosa et qu'à la fin, Furiosa... Anya Taylor-Joy a vraiment du charisme et elle se rapproche vraiment de Charlize Theron, au final, je trouve. Ouais, surtout que Charlize Theron, elle avait mis la barre assez haute, hein, je trouve. Ouais. Je la trouvais super, moi, en Furiosa. C'était un peu le meilleur personnage du film de Fury Road. Et là, Anya Taylor-Joy, ce qui est bien, c'est que le film se joue beaucoup sur les jeux de regard, je pense, pour le personnage de Furiosa. Et prendre Anya Taylor-Joy pour faire des jeux de regard, je pense que c'est pas mal, Ouais. puisqu'elle a des yeux et un jeu de regard qui est assez spécial, Anya Taylor-Joy. Et je pense qu'elle joue beaucoup de ça.
dans ses films, et c'est pour ça que ça marche autant. Et bah son personnage qui est nourri uniquement par la vengeance tout le film, et bah ça se sent dans son jeu de regard en fait, mais aussi dans sa manière de se déplacer, voilà, et ça passe pas par le dialogue comme dans beaucoup de films. Et ouais, je trouve qu'elle est assez impressionnante à la fin du film pour le coup, ou même au milieu du film. Je trouve qu'il y a une relation qu'elle développe avec un personnage. Oui. J'ai oublié son nom. Jean, je sais plus. Alors l'acteur c'est Tom Burke, il me semble, mais alors, Oui. le nom je sais plus du personnage. Et bah là aussi, il s'est pas très beaucoup verbalisé leur relation, alors que pourtant on comprend Non. qu'il y a une relation amoureuse et tout quoi. Ouais, et ben en plus elle s'inspire de lui. Enfin, c'est pour ça qu'elle se fait le front noir. Enfin, pour moi c'est comme ça que j'ai un peu. Oui, bah après je crois que c'est la marque de je sais plus comment ils appellent ça, de son métier à ce mec-là, Tom Burke. Ouais, ok, d'accord. Mais c'est pour ça, oui, qu'elle devient comme lui, voilà. Et c'est un peu elle est un peu son apprenti en même temps, mais bon, aussi son amour aussi. Son âme sœur, ouais. Et d'ailleurs, cet élément-là, ça permet aussi de comprendre pourquoi avec Max, plus tard, elle va un peu lui faire confiance et un peu matcher Oui. amoureusement avec lui, mais en tout cas, va un peu lui faire confiance. C'est parce que bah il ressemble beaucoup à Max, en fait, ce personnage de Tom Burke, pour le coup. C'est vrai. Assez mutique et tout, donc voilà, c'était un beau callback à ça, quoi. Et ouais, le personnage d'un interrogé, il est en perpétuelle évolution tout le film pour devenir enfin Furiosa. Et je sais pas si t'as remarqué, mais c'est beaucoup représenté physiquement, que ce soit pour Furiosa et Dementus. Oui, bah avec se coupe les cheveux, le front noir, ce genre de choses. C'est ça, il y a un vrai truc au fur et à mesure. Bah oui, effectivement, elle a ses cheveux, et après elle les coupe. Il y a ce maquillage noir, après qu'elle met le bras mécanique, à un moment. Oui, le bras mécanique, ouais. Elle a ses deux bras, on se dit, bah, va perdre un bras, au bout d'un moment. L'interrogé, on le sait. Et donc voilà, quoi. Et même le regard, un peu, son regard, il est pas du tout pareil au début, à la fin. Enfin, voilà, elle devient vraiment Furiosa à la fin. Et c'est là où j'ai quelques problèmes avec le film, je trouve. Et c'est dans la nature même du film, c'est que c'est un préquel. Et moi, j'ai un problème avec les préquels, souvent. C'est que ça raconte pas forcément quelque chose de nécessaire, tu vois. Bah, en fait, lui, comme on dit tout à l'heure, t'es déjà spoilé avant de voir le film, parce que tu sais très bien où ça va aller, quoi. Déjà ça. Après, le film joue pas vraiment le suspense sur ce qui va être Furiosa, donc ça me dérange pas tellement. Mais c'est plus, et bien que, quand même, le film, je tiens à dire, il essaye quand même de déjouer toutes nos attentes de pas mal de points de ce qu'on peut attendre sur un préquel, je trouve. Tu vois, il y a des idées, des trucs qu'on se peut pas s'y attendre. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de savoir le background du personnage de Furiosa, alors que on comprenait tout dans celui d'avant, on n'avait pas besoin de voir toute sa vie, etc. Maintenant, après, ça reste peut-être l'un des meilleurs préquels que j'ai vu de ma vie dans comment ça est fait, mais il y a quand même des moments où ça se raccroche beaucoup. Et bah, le moment où elle perd sa main, bah, tu vois, je le vois arriver et je suis en mode, oui, bon, ok, ça va coller avec Furiosa. Et tu sais, c'est des petits moments. T'arrives à la fin du film, donc tu te dis aussi, bon, ça va arriver, forcément un moment. C'est ça, tu vois, et c'est des petits moments, parce que c'est vraiment, je chipote un peu, mais c'est des petits moments où je me dis, ok, là, c'était des passages un peu obligés du préquel, tu vois. Alors que le film, il essaie vraiment beaucoup de s'en détacher, mais voilà, quoi, ça, je trouve que ça tue un peu le mystère du personnage ou des trucs qui n'avaient pas vraiment besoin d'être faits. Après, voilà, s'il y a un préquel qui est fait, bah, je préfère que ce soit fait comme ça que autrement, quoi. Et il y a un autre personnage aussi qui est assez important dans le film. C'est Monsieur Chris Hemsworth, c'est Dementus. Le personnage de Dementus, tu l'as apprécié? Le méchant. Ouais, j'ai plutôt apprécié. Il est un peu. Bah, il est bien méchant quand même, hein. Il fait quand même des horreurs et tout. Et il a un côté un peu. Ouais, lui, par contre, il arrête pas de parler. C'est tout l'inverse de Furiosa, c'est vraiment le contraire, quoi, l'opposé. Et puis le gros pif là qu'ils lui ont fait, c'est rigolo. Ça lui donne un air un peu spécial. Et non, moi j'aime plutôt bien son personnage. J'adore sa charrette là. On dirait un truc romain, c'est un. Oui, les chars. Ouais, le char romain. Le char romain avec les 3 motos, là, c'est incroyable, je trouve. Et lui, il a quand même du charisme avec sa cape et tout. Enfin, il y a un vrai truc, je trouve, autour du personnage. Et, mais c'est vrai qu'il évolue physiquement. Tu pensais à quoi? Quand il se fait arracher les tétons, là, ou ce genre de choses? Alors ça, oui. Non, mais dans toutes ses tenues, en fait, parce que déjà, il démarre le film, on le voit la première fois, il a un truc un peu angélique avec un truc tout blanc quand il se retourne et il est comme ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce personnage? À un moment, il a pas mal de rouge sur lui au bout d'un moment. Oui, mais c'est pas du sang. C'est pas du sang, mais il y a tout un passage et à la fin il est tout en noir. Enfin, il y a vraiment une évolution de ce personnage. Et je pense aussi à un moment, il a l'apparence d'un dieu grec. Je sais pas si t'as remarqué, il a une espèce de cape un peu rouge et il ressemble beaucoup à Thor. Je trouve à un certain moment du film. Je crois que c'est le moment où il va voir Immortan Joe pour la première fois. Je sais plus. Enfin bref. Mais tu parlais des chars avec les 3 motos et qui fait très char romain en fait parce que bah c'était
une espèce de plateforme de char qui était portée par 3 chevaux en général, et là c'est 3 motos. Et en fait, à chaque fois qu'il tire dessus, je crois que ça actionne l'accélérateur de la moto. Enfin, c'est complètement fou, hein, cette histoire, mais c'est incroyable comme idée d'avoir eu ça, parce que ça rappelle beaucoup Ben-Hur, par exemple, hein, qui avait cette imagerie-là. Et Mad Max, ce film-là, c'est un mythe. En fait, on est dans le péplum, donc ça marche encore une fois bien ici, quoi. Il connaît bien ses références, le monsieur George Miller. Comme tu citais Thor, c'est de la mythologie, donc c'est la la légende, quoi. Donc c'est pas réel, quoi. C'est pas, tu vois, c'est pas des faits historiques. Tu vois. Et il y a tout ce truc avec le personnage de Chris Hemsworth qui est dans son propre mythe aussi. En tout cas, il est en train de fabriquer son mythe, en fait. À chaque fois qu'on le voit, il le commente lui-même, son mythe. Il se commente lui-même de comment il a envie d'être vu, le grand Dementus, etc. Tu vois, il est un peu dans ce délire-là, quoi. Et on a presque l'impression que il veut prendre la place du premier rôle du film, en fait. Il veut prendre la place de Furiosa, en fait. Mais il y a un moment, enfin moi, dans la première partie du film, c'est plus lui qu'on suit que Furiosa à un moment. Hein. C'est ça, sauf que je trouve qu'il prend pas la place et que on est vraiment du point de vue de Furiosa, en fait. Dans chacun oui, Furiosa est toujours dans la scène, en tout cas. Ouais, elle est toujours voyante de ce qui se passe et tout, et donc je pense que ça pourrait être intéressant de voir ça, à quel point il essaye de prendre la place dans le film de Furiosa, mais qu'au final, le personnage de Dementus, il va faire une énorme chute parce qu'il va être de plus en plus impuissant, et je vais pas dire ridicule non plus, mais en tout cas il va être beaucoup moins impactant avec le temps, parce que et ça je dois quand même dire bravo à Chris Hemsworth, parce que moi je trouve que c'est un super acteur, Chris Hemsworth. C'est juste qu'il a pas toujours eu les bons rôles forcément pour s'exprimer, mais que ce soit dans Hacker, dans Rush par exemple aussi, ou dans des films comme ça, il a toujours été bon, et même en Thor il est bon, en fait. Il a toujours, que ce soit dans le Thor comique ou dans le Thor à la Kenneth Branagh là, je trouve il a toujours un timing super bon. Il est vraiment hyper bon, ce Chris Hemsworth, et de jouer un rôle qui est vraiment compliqué parce qu'il doit être charismatique, mais en même temps il est hyper drôle, et en même temps il doit basculer dans le ridicule un peu à certains moments. Enfin, c'est très dur de jouer avec ça, et je trouve qu'il le fait super bien, parce qu'il garde un charisme malgré qu'il tombe dans le ridicule à la fin. C'est vrai, il est ridicule, mais il est quand même dangereux, tu vois. Ah oui, il a quand même l'enjeu autour de lui, quoi. Ouais, parce que toute la scène où il met la balle, où voilà, il a tendu un piège et tout. Il y a plusieurs moments dans le film où il est dangereux, quoi. C'est pas non plus. Oui, complètement, quoi. Pas le sauf-vif, quoi. Ah non, complètement. Mais tu vois, il aurait pu tourner. Tu sais, ce personnage, il aurait pu être raté complètement. Et d'ailleurs, ce personnage. C'est casse-gueule, hein. C'est casse-gueule comme perso. Chris Hemsworth, il en fait des tonnes, mais c'est ça qui marche dans le film, je trouve, sur ce personnage. C'est l'aspect comique de ce personnage, hein, qui est un truc qu'on n'a pas trop vu dans la saga Mad Max, je pense. Mais aussi, il a un contraste, comme tu as dit, avec Anya Taylor-Joy, qui ne parle quasiment pas du film. Et lui, qui fait que parler. Et c'est un peu pour ça que je dis, il essaye peut-être de prendre la vedette à ce personnage-là, tu vois, dans la diégèse du film. Mais il en est incapable. Et je trouve qu'il y a peut-être même un propos un peu politique sur son personnage, dans le sens où lui, il est dans la conquête perpétuelle, en fait. Son personnage, il veut toujours conquérir, acquérir, et en fait on se rend compte à la moitié du film qu'une fois qu'il a acquéri tout ça, on est 10 ans après, il fait de la merde, et en fait il est incapable de gouverner, en fait, quoi que ce soit. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce propos dans son propre mythe. C'est un peu un mec qui est dans le côté spectaculaire de la chose, mais en fait quand il se retrouve à gouverner, en fait il est nul, quoi. Il est incapable de le faire, tu vois. Et il y a sûrement un propos un peu politique derrière, je pense. Tout cet aspect blabla qu'il a, et Anya Taylor-Joy qui ne parle pas, ça va prendre tout son sens à la fin du film, je pense, parce qu'à la fin il y a un anti-climax, pour le coup, parce qu'on va pas révéler clairement ce qui se passe, mais là on pourrait s'attendre à une grosse scène d'action qui dépote tout et qui part dans l'action pure, quoi. Mais non, pas du tout, en fait. En fait, le film part pas du tout dans ça. Ça part dans une scène de dialogue, en fait. Et c'est là où le film il m'a vraiment conquis, il m'a vraiment surpris. Et ces scènes de dialogue, c'est là où Furiosa parle le plus, il me semble. Et c'est la scène la plus puissante du film, en fait, à ce moment-là, quoi. La parole de Furiosa est une évolution du personnage, qui fait qu'il ne parle pas. Elle parle de plus en plus tu avances dans le film, en fait, et à la fin, voilà, elle devient, comme je disais, elle devient la Charlize Theron, quoi, la Furiosa qu'on a vue dans Fury Road, où elle parle normal, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Ouais, et c'est surtout c'est un setup payoff qui n'en est pas un, mais le fait qu'elle parle pas tout le film, ça, du coup, au moment où elle parle à la fin, ça a tout de suite un gros poids à la scène, et tout de suite là, il y a un enjeu qui se dessine pas mal, quoi. Et elle est assez percutante, cette scène, et je vais pas le spoiler, mais elle rattache encore une fois au mythe, en fait.
C'est comment narrer son propre mythe, comment se l'approprier. Oui. Et bah ça rejoint ça à la fin, quoi, avec le conteur. Je vais pas spoiler, mais pour ceux qui ont vu le film, bah je trouve ça vraiment, c'est une super idée de rattacher ça à la fin. Et ouais, je trouve ça super. Moi, je trouve que c'est un film, voilà, c'est un conte super dans l'univers de Mad Max. Bah, ça se finit clairement comme un conte en tout cas. Oui, clairement. J'ai quelques problèmes, Ista, avec le film, parce que là j'étais très positif, j'ai l'impression. j'ai pas mal balancé, mais je trouve quand même un peu moins bon que Fury Road. Et en fait, ce qui me dérange, c'est certaines scènes d'action du film. Parce qu'il y a des scènes d'action que je trouve super et qu'on n'avait pas trop vues. Je pense à la première scène du film, le début du film, c'est une course-poursuite avec la mère de Furiosa. Dans le désert. Ouais. Et elle est d'une sobriété mais d'une efficacité qui est incroyable. Parce qu'en fait, c'est pas une scène de course-poursuite avec des bagnoles et tout, c'est plus au niveau avec un sniper par exemple ou ce genre de choses, et je la trouve hyper efficace, et elle avec un enjeu qui est super fort, et ça te met tout de suite dedans, quoi. C'est pas vraiment une course poursuite, c'est plus une scène de chasse, tu vois, je dirais. Oui. Une chaîne de chasse à l'homme, et ça j'avais pas encore vu ça dans Mad Max, et ça marche plutôt bien. Mais même là, je trouve que tu sens déjà le côte film intimiste, parce que tu n'as pratiquement pas de musique. Tu vois, c'est très sobre, quoi. Très sobre. Sur le musique, je crois que c'est toujours Junkie XL qui est sur la musique, pour le coup, qui avait fait Fury Road, où la musique avait une place hyper importante dans le film. On se souvient, ça rythmait vraiment les scènes d'action, et en plus c'était dans la diégèse du film. Ça, c'est un truc que je kiffe, c'est que le mec faisait sa musique dans la diégèse du film. Ça, c'est assez fou, comme le guitariste et tout. Et ici, il a vraiment confiance en ses scènes d'action. Et oui, il y a vraiment ce côté plus intimiste et plus, je sais pas, il veut pas rythmer le film par la musique, mais par la musique visuelle, ce que lui il appelle la musique visuelle, du coup. C'est assez compliqué, comme je le dis. Mais voilà, quoi, je trouve ça assez culotté de prendre encore une fois à contre-pied Fury Road et de nous offrir un spectacle comme ça, quoi, qui est encore une fois différent. Complètement, ça n'a rien à voir. Ouais. Moi, ça m'a perturbé, en vrai, la musique un peu sobre, même sur ces moments-là. Parce qu'en fait, il y a un moment où tu sens la musique qui va monter, et je me suis dit, ça va péter, ça pétait jamais, tu vois. Il y a plein de moments de frustration comme ça, je trouve, dans toute cette séquence d'intro. Il y a la scène du convoi où il n'y a pas du tout de musique. Il n'y a que des percussions, je crois. Alors, c'est là où ça me dérange un peu plus, je suis d'accord. Enfin, la scène en soi. Après, le fait qu'il n'y ait pas de musique... Ouais. En fait, je vais l'expliquer. Pour moi, ça habille le truc quand même, quoi. Donc, oui, non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est que là, il convoque Fury Road à ce moment-là, tu vois. Pour moi, là, il est dans le Fury Road. Parce que les autres, quasiment toutes les autres scènes d'action, il y a une scène d'action, par exemple, qui est Anya Taylor-Joy, qui est en sniper et qui protège un convoi de loin. Mais c'est un truc qu'on n'a pas trop vu. Tu vois, c'est une scène d'action qui évoque pas vraiment Fury Road. Mais là, on est vraiment dans Fury Road, dans la scène du convoi. À ce moment-là, oui. Parce que la scène du convoi dans Fury Road, ça rappelle, c'était des moments clés de Fury Road, mais bon, c'était pendant 2 heures, Fury Road, on va pas se mentir, et qui relié à la scène de Mad Max 2 de fin, où là aussi il y a un convoi escorté, voilà. Mais le problème, c'est que là, du coup, on est dans Fury Road, et du coup, là, je peux faire la comparaison avec Fury Road, puisque tu me fais à peu près la même scène d'action, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et là où, quand même, il essaye quand même d'innover, parce qu'il y a quand même des trucs qu'on n'a pas vu dans cette scène, c'est qu'il y a des espèces d'engins volants dans la scène qui est super bien intégré dans l'univers de Mad Max et qu'on n'avait pas trop vu, donc il essaie encore une fois d'innover. Sauf que le problème, c'est que dans la scène d'action, je la trouve moins bonne que celle dans Mad Max, en fait. Parce que dans Fury Road, tu vois. Parce que déjà, elle a une ampleur moindre, parce que dans Fury Road, il y a beaucoup plus de véhicules, il y a beaucoup plus de... Enfin, c'est beaucoup plus frénétique, tu vois. Même si là, il essaye de reproduire un peu ça. Et la scène d'action, je le dis, c'est une des meilleures scènes d'action que je verrai cette année, je pense. Je vais pas mentir, mais en la comparant avec Fury Road, je dis quand même, il y a un problème. Et là, le côté numérique, il me dérange. Parce que, d'accord. Mais parce qu'en fait, le côté numérique du film, le fait que ce soit un conte, ça me dérange pas. Mais à partir du moment où tu me fais une scène d'action comme Fury Road et que tu me cites, t'es vraiment dans la scène d'action de Fury Road, là, je vois le côté numérique. Là, ça me dérange parce que dans Fury Road, je voyais pas le côté numérique dans ce genre de scène-là, tu vois. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, tu fais forcément comparaison. Et là, il y a vraiment des plans où je suis en mode, c'est un peu dégueu. Mais je pense que c'est dû parce qu'il reprend exactement la même mise en scène que dans Fury Road à ce moment-là, en fait. S'il avait fait autre chose, vraiment autre chose complètement, je l'aurais sûrement pas vu. Mais il y a des plans sur un... je sais pas si tu vois, il y a un acteur qui est... C'est un enfant, je crois. Oui, en fait, c'est un enfant. Donc, en fait, il y avait eu un buzz sur les réseaux sociaux à l'époque. Ça parlait du harcèlement scolaire, sur le coup. Cet enfant-là, il se faisait harceler. Et il y avait une vidéo où il pleurait, et je crois qu'il parlait de se suicider. Et ça avait beaucoup buzzé. Et sur le coup, c'est George Miller qui avait vu cette vidéo, qui l'avait beaucoup touché. Et il avait recruté cet acteur pour 3000 ans à t'attendre. Et là, il l'a repris dans Furiosa. Oui, ok, oui, d'accord. C'est cool.
parce que je me souviens de la vidéo, maintenant que t'en parles, Ouais. le mec s'était fait harceler, le pauvre. Et effectivement, bah, le plan, il y a des plans avec cet acteur-là qui est dans une espèce de trappe qui mène au convoi, en fait, et à chaque fois qu'il l'ouvre, il y a un effet numérique sur le truc qui est hyper voyant. Et là, comme je dis, on est par rapport à Fury Road, ça fait beaucoup moins bien, je trouve, mais bon, la scène est quand même assez impressionnante et tout, hein, je dis pas, mais elle fait un peu, voilà, Fury Road du pauvre, selon moi. Ouais, après, moi, je trouve que c'est une scène, t'es obligé de passer par là pour comprendre comment Furiosa est devenu comme ça, s'est mis à conduire des camions comme ça. Enfin, voilà, tu vois, pour moi, elle est aussi obligatoire, quoi, cette scène. Forcément, il y allait en avoir une. Ouais, mais justement, moi, j'aimais bien, j'aimais bien qu'il s'éloignait de Fury Road. Et là, quand il s'en rapproche, bah, il me force à faire la comparaison, et bon, bah là, voilà, j'ai l'impression qu'il monte Fury Road pour montrer qu'il sait faire. Alors que le film, il fait pas du tout la même chose en fait que Fury Road, et il a pas besoin de ça, je trouve. Donc voilà, c'est juste ce point-là qui m'a un peu déçu, je trouve, pour le coup. Ok, bah après moi je trouve quand même la scène cool, et j'aime beaucoup les parachutiers là, tout ça. Je trouve qu'il y a des très bons moments dans cette scène quand même. Mais pour moi, j'ai plus un problème avec la musique qu'avec les effets spéciaux sur ce passage-là. Je peux comprendre. Ouais. Bah, après, la musique est plus accompagnante, je sais pas si on peut dire, enfin d'accompagnant, mais même dans ces thèmes ils sont moins inspirés, tu vois, quand même. Oui, il reprend juste Fury Road un peu, voilà, alors qu'il aurait pu créer vraiment une BO peut-être singulière pour ce film-là, qui faisait peut-être même plus un peu plus conte, pourquoi pas, et voilà, ça aurait pu être super. Non, oui, je te rejoins un peu au final sur la musique. Ouais, c'est vraiment un des plus gros défauts pour moi de ce film, c'est la musique. Après, moi, je chipote. Hein. Franchement, je sais, c'est par honnêteté intellectuelle, je dis ces défauts-là, mais la scène d'action reste très réussie. Et voilà, même ce que je reprochais au niveau du fait que ce soit un préquel, oui, c'est un problème, mais ça prend pas une très grande place non plus dans le film. J'ai quelques problèmes de rythme, je trouve, dans le film aussi, peut-être. Il est peut-être un peu long. Parce que je crois qu'au milieu du film, ils font des allers-retours un peu n'importe où, et c'est peut-être un peu pas nécessaire, je trouve, peut-être. Mais franchement, si je chipote. Franchement, je chipote. Oui, c'est chipotage, ouais, clairement. Tu veux peut-être rajouter quelque chose sur le film? Le personnage de Tom Burke, on en a parlé, ouais, parce que en vrai, je le trouve cool, le personnage de Tom Burke. Il est vraiment charismatique et tout, alors qu'il parle pratiquement pas. Ouais, il est fort pour trouver des personnages comme ça, quoi. Puis il a rajouté pas mal de persos du côté d'Immortan Joe. Là, il y a un autre fils. Oui. Là. Oui, donc c'est deux fils et tout qui sont un peu débilos là. Ouais, c'est ça. Mais Immortan Joe, charismatique de ouf, par contre. J'adore son design, comment il parle et tout, il est trop cool. Ouais, après, c'est pas le méchant du film, donc il est moins présent que dans Fury Road, évidemment, mais il a toujours un univers super, quoi. Il y a encore un nouveau fils, on sait pas trop comment il finit d'ailleurs, on sait pas pourquoi il est pas là dans Furiosa, mais bon, c'est pas vraiment l'important. Ouais, moi je vais finir, je vais quand même faire un bilan de tout ça. Je trouve que c'est un film super, c'est peut-être le meilleur film d'action qui va sortir cette année. Voilà, George Miller encore une fois qui réinvente encore sa propre saga, qui donne toujours quelque chose de différent. C'est frais, visuellement, c'est toujours hyper maîtrisé. Voilà, le PP connaît bien le cinéma, je trouve. Et ouais, j'adhère totalement au méchant, j'adhère beaucoup à Furiosa. J'ai quelques problèmes avec le fait que certains trucs rattachent trop à Fury Road, au préquel, et que la comparaison fait un peu mal. Mais de toute façon, ce n'est pas Fury Road. Donc, dans ce qu'il fait de nouveau, dans son côté conte, je trouve ça super. Voilà, je viens de me rappeler d'un bémol. J'aime pas la fin du film qui met le montage de Mad Max Fury Road à la fin. Ouais, j'y pensais aussi. Ouais. Je trouve ça inutile et je trouve ça bizarre de finir un film comme ça, quoi. C'est très bizarre, on dirait que ça avait un côté. Rappelez-vous, Fury Road, je sais pas, c'est très bizarre. Bah ouais, ça fait un peu, la suite, quoi. On reconnecte avec Fury Road comme ça, mais bon, t'avais pas besoin de me mettre des images en accéléré de Fury Road. C'est très bizarre de finir comme ça. Ouais, très très étrange, j'ai trouvé ça bizarre aussi, j'ai pas compris. Moi, pour ma part, oui, je considère que c'est un bon film aussi. J'aime bien l'approche conte, on pourrait dire slash comic book slash animé. Après, j'ai un petit défaut sur la musique. Pour moi, c'est le plus gros défaut du film. Ce qui m'a fait un peu sortir de certaines scènes, mais le cast est super, l'histoire est chouette, il y a des plans iconiques, il y a des super scènes d'action. Franchement, pour moi, c'est plutôt réussi. Et ouais, George Miller, il est toujours à 80 ans, toujours aussi doué, quoi. Ouais, voilà, c'était notre critique sur Furiosa. Et d'ailleurs, George Miller veut faire un autre film Mad Max après celui-là. Il voudrait faire, je crois, le passé de Max, il me semble. Il voulait faire encore un préquel, mais du coup, ça raconte. Il va un préquel, mais un an avant Fury Road, de ce que j'ai compris. C'est ça, je crois que ça parlerait de Max encore. Et comment je crois qu'il a perdu certains de ses proches, etc. Donc,
pourquoi pas, mais bon, vu les résultats au box-office actuel, Ouais, ça va là, être il démarre pas bien, il démarre pas très bien. ça va être très compliqué pour George Miller parce que là, il va sûrement enchaîner potentiellement un deuxième flop d'affilée après 3000 ans à t'attendre. Donc bon, je sais pas si la saga Mad Max va continuer. Bon, ça se trouve, ça va, sur le long terme, ça va passer, mais on espère. Mais c'est vrai que ça commence pas très très bien. Et, Comment se passe bien, mais si ça s'arrête là, on aurait eu 5 films et 5 films pas dégueux, quoi. ouais, voilà. Donc moi, potentiellement, dans mon top 10 de fin d'année. Bon, l'année est encore très longue, donc on n'est pas à la moitié, donc faudra voir. Et ouais, on va passer aux sorties de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui sort la semaine prochaine, Ista? Donc on a Abigail qui va sortir avec Melissa Barrera et Catherine Newton. C'est ça, le film du duo qui a fait les 2 derniers Scream, donc Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillette. Donc voilà, c'est le film d'horreur qui débarque sur nos écrans, alors que ça fait 1 mois et demi, je crois qu'il est sorti aux États-Unis. Mais chez nous, il débarque là. Et donc voilà. Et on va se quitter là-dessus, Ista. Et n'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties sur Instagram, sur Twitter, vous connaissez. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles si vous avez aimé ce podcast. Et on espère que cet épisode vous aura plu et on revient très bientôt pour les news de la semaine, du coup vendredi. Et on se dit salut Ista. Salut, à la prochaine pour les news. Ciao.